J'ai été la jalouse maladive, forcément, manque de confiance, insécure, donc on devient jaloux. Moi, j'ai une grande peur de la trahison. La seule façon de dissoudre une peur, c'est d'accepter de s'y confronter. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, d'être bien en amour, pas pour la personne, mais pour le fait d'être en couple, quoi? Bon Manu, bienvenue. Merci. On a eu le temps de boire un petit café, on a eu le temps d'échanger. Moi, avant de te présenter, j'aimerais juste dire pourquoi j'ai voulu t'inviter aujourd'hui. Mmh. Et les gars, j'ai voulu l'inviter parce que je l'ai découvert sur les réseaux il y a quelques mois. Et à un moment, je regarde une story. Parce que madame a fait un beau voyage solo au Maroc il y a quelques jours. Et généralement, moi, quand mes potes partent seuls en voyage, ils vont en boîte de nuit, ils font plein de rencontres, ils vont se baigner, ils se couchent à pas d'heure, bref. Et là, Manu, je regarde, et elle fait de belles rencontres. Elle rencontre pas mal de chiens. Mais pas les chiens de boîte de nuit comme on voit à Paris, pas les gros charros. Tu mets plein de stories de chiens. Et carrément, elle met une story à un moment, tu mets une story, s'il vous plaît, il y a un chien qui est blessé, Mmh. est-ce que quelqu'un peut l'aider, compagnie. Et moi, je trouvais que c'était une très belle vision de l'amour. Homme-animaux, homme-rencontre, peu importe. Et je dis, mais il faut qu'on vienne en parler aujourd'hui, de l'amour, de santé mentale, parce que c'est une belle personne. Bah, merci. Voilà pourquoi, Manu. Écoute, c'était pas calculé. Il y a pas eu de. Je me suis pas dit, je vais partir dans un voyage pour aller faire de l'associatif auprès des animaux. Ben, les animaux, c'est une histoire de ma vie, donc ça s'est présenté là. Et puis, quand c'est vrai, je crois que ça parle, et la preuve. Tu fais pas mal de création de contenu. On va Mm. mettre son Instagram juste là. Est-ce que tu peux me donner prénom, âge, métier, Signastro? Âge, Oui. je suis arrivée à un âge où on ne le dit plus. Est-ce qu'on peut le dire quand même ou pas? Oui, on va le dire. Donc moi, je m'appelle Emmanuelle, j'ai 35 ans. Je suis sur les réseaux sociaux depuis un peu plus de 8 ans. J'ai commencé à l'époque des blogs, des looks, voilà, pas mal de choses autour de tout ça. Et du coup, Signastro Bélier. Et voilà, donc je suis un petit peu de ces ancêtres de l'influence, on peut dire ça. Mais en gros, ce qu'il y a de magique avec cette activité, c'est que ça peut évoluer avec nous. Magnifique. Vous allez voir Manu, on a un peu parlé en haut. Elle parle très bien d'amour, de psychologie, de bien-être. Et elle a fait la même certif que moi, une certif de coaching. Vous Mm. allez comprendre un peu plus tard. Mm. On va rentrer dans le cœur du métier, dans le cœur de la thématique. Est-ce que tu penses que l'amour, ça peut durer toute la vie? C'est une très très bonne Ouais. question. Là, on parle pas de moi, on parle pas de toi, on parle de Mm. l'amour en général. Et je parle de l'amour homme-femme, en tout cas l'amour comme on l'entend. En fait, je pense que déjà, l'idée, c'est de définir l'amour comme inconditionnel. C'est-à-dire qu'on n'aime pas l'autre à condition qu'il soit comme on voudrait le voir, mais qu'on l'aime pour ce qu'il est, avec ses parts lumineuses, ses parts d'ombre. Et en partant de cet amour inconditionnel-là, et donc le plus authentique et le plus vrai possible, moi, j'y vois pas de fin, à part si l'amour, les sentiments peuvent s'effriter avec le temps. Et ça, pour le coup, je pense qu'on n'a pas le contrôle. Mais potentiellement, à partir du moment où tu aimes la personne en face véritablement pour ce qu'il est, dans ses bons côtés, dans ses mauvais côtés, c'est parti pour toute la vie, ou du moins une durée indéterminée. Très très beau, très très beau. Toi, t'es comment en amour quand t'es en couple? D'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire si t'es célibataire en couple? On est le lendemain de la Saint-Valentin, à l'heure où on tourne. Ouais. Non, je suis célibataire depuis 2 ans. Ok. T'es comment quand t'es dans une relation amoureuse? Est-ce que t'es la fille jalouse, la fille qui a plein de peur, la fille qui va prendre son partenaire et l'emmener vers le haut? T'es comment? Je dirais que j'ai été toute celle-là pendant toutes mes années en couple, en relation. J'ai été la jalouse maladive, forcément, manque de confiance, insécure, donc on devient jaloux. J'ai été celle qui s'est abandonnée, la fameuse blessure d'abandon, de la dépendance affective. J'étais celle qui s'est effacée pour l'autre, pour justement glow up l'autre, sauf qu'au final, tu te rends compte que tu t'abandonnes toi-même. Et maintenant, du coup, je suis célibataire, mais j'aimerais plus être celle qui évolue main dans la main avec son partenaire de vie et qui sont capables de surmonter les épreuves ensemble, mais surtout de s'aimer inconditionnellement. Il y a bien quelque chose que j'ai compris avec le temps, c'est que il faut pas changer les gens, il faut pas les aimer dans l'espoir qu'ils changent. C'est surtout se prouver quelque chose à soi. Moi, je vais te dire la vérité, j'ai toujours pris des mecs, c'était soit des cotards, soit des mecs où tu te dis il fallait pas y aller. Ah, le même schéma à chaque fois, ouais. Ah ouais, c'était toujours des mecs où tu te dis mais pourquoi tu y vas? Mais en réalité, j'ai compris qu'avec le temps, je cherchais à me prouver que moi, j'étais capable de les faire changer.
Ben, c'est ce qu'on dit quand on veut se mettre avec un bad boy, ouais, c'est qu'on veut le faire changer, on est particulier, oh, c'est incroyable. Mm. Et c'était ça. Et c'est parce qu'il y avait finalement une faible estime de moi-même que, comme moi, je trouvais pas ma valeur personnelle, ben, je me disais, si moi j'arrive à le changer, ben, c'est que j'ai de la valeur, c'est que je vaux quelque chose, tu vois. Donc, mais en vérité, c'est voie l'échec parce que ben, la personne que tu as avec en face de toi, tu l'aimes pas pour ce qu'il est, tu l'aimes pour la version que tu voudrais qu'il soit. Alors, ouais, je suis totalement d'accord. Et il y a pas longtemps, tu vois, on a interviewé un rappeur Mm. et il m'a dit une belle phrase qu'il y avait dans un de ses morceaux. Je la déforme un peu, hein, mais je suis tombé amoureux, je me suis mis en couple avec cette femme, non pas pour la personne qu'elle était, mais le regard qu'elle avait de moi et comment je me Mm. sentais quand j'étais avec elle. Mm. Et finalement, c'était plus pour la posture, je suis en couple, je suis un homme fort, elle m'aime, Mm. elle me donne de l'amour, que pour la personne qu'elle était. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, d'être bien en amour, mais pas pour la personne, mais pour le fait d'être en couple, quoi? Non, ça c'est quelque chose que j'ai jamais eu parce que moi je suis enfant unique, donc j'ai pas de souci avec la solitude et que je pars du principe que si c'est pour être avec quelqu'un avec qui ça passe pas ou ça vibre pas réellement, j'y vais pas. Mais je vois ce schéma-là où il s'est dit, ben, j'étais avec quelqu'un pour ce qu'elle me renvoyait de moi. Mais on est toujours même autour de la même histoire, un problème d'estime. C'est qu'en fait, lui, il a voulu un miroir et un miroir qu'il était là, qu'il idolâtrait. Bah, tu verras, j'ai l'impression qu'autour de moi, c'est que ça. J'ai 28 ans, mes potes, ils ont entre 20 et 30 ans. Et toutes mes potes meufs, hein, ouais, les trois quarts de mes potes meufs, j'ai beaucoup de potes filles, vont enchaîner les relations en relations, mais elles n'arrivent même pas à rester 2 mois célibataires. Elles ont besoin d'avoir ce reflet du mec bienveillant, sécuritaire, qui va leur apporter cette puissance. Et mes potes mecs, c'est... Heureusement, il y en a 2, 3, ils sont calmes, mais sinon, Tinder, boîte de nuit, pour avoir ce statut et combler ce vide, quoi. Et c'est triste, hein, moi, je trouve. Moi, je trouve que c'est très triste. Tu as dit quelque chose de très juste. Dans tous les cas, c'est pour combler ce vide. Et lorsqu'on comprend qu'il n'y a que nous qui pouvons le combler, ben on est libéré. Bah mieux. Moi, j'aimerais qu'on parle de ta plus longue relation. Ouais. Tu m'as dit que tu avais eu... Je crois que tu as eu peu de grandes relations dans ta vie. Ouais, j'en ai eu 3. 3. La plus grande, elle a duré combien de temps? La plus grande, elle a duré 5 ans. 5 ans. Ouais, je crois. Tu peux nous donner la cause de la rupture? Cause de rupture, ben, pareil, c'était un garçon qui était au début très coureur. On m'a d'ailleurs connue aux côtés de ce garçon, en télé, Antonin. C'est un garçon qui est très coureur, mais malgré tout, il y avait un capital sympathique qui m'a trayée. Et du coup, je me suis dit, mais moi, je vais le faire changer. Moi, je vais le changer. Le syndrome dont on a parlé. Ouais. Ce fameux syndrome de la sauveuse, ce qu'on est toutes. C'est qu'en fait, comme encore une fois, ben, on a du mal à identifier notre valeur. On va vouloir créer de la valeur en sauvant l'autre pour que finalement, il en soit reconnaissant. Ouais, c'est Cartman, ça. C'est très, très beau, ça. Ouais. Créer de la valeur pour que... Ouais, très, très fort. Tu vois? Et donc, du coup, j'étais là en mode, non, mais moi, il a changé, etc. Et au final, ben, c'était un amour conditionnel où je l'aimais pour la version que j'aurais aimé qu'il soit. Et puis, lorsqu'il est devenu, ben, finalement, moi, mon challenge était réussi. Et en même temps, ben, finalement, on a appris à évoluer ensemble. Et finalement, en fait, ben, on était devenus plus potes qu'autre chose. Et on s'est juste séparés. Comme un accord commun. Ouais, franchement, c'est en mode, ben, vas-y, on n'est pas du tout en mauvais termes. Et voilà, et c'était un chemin de vie, mais ça m'a aussi permis de comprendre plein de choses. Et ouais. Est-ce que, parce que moi, je me reconnais un peu là-dedans, peut-être on en parlera plus tard, mais même quand on a une rupture et que c'est un accord commun, on sent que c'est la fin, ça peut faire du mal quand même. Ben, du coup, c'était pas tout. Toi, alors, non, qu'est-ce qui te fait du mal, c'est ça? Bah, moi, dans le sens où tu me diras c'est pareil, même si on savait que c'était comme un accord commun, il y a quand même ce fait de dire bah, plus jamais on sera ensemble, la personne va peut-être rencontrer quelqu'un d'autre, on va se perdre de vue, et c'est triste parce qu'il n'y aura plus de lien. Et je l'ai vu d'ailleurs sur ton Instagram. On ne peut rien cacher. c'est faire le deuil de sa relation. Ouais. Tu fais et le deuil de la personne et de la relation, celle qui était et celle que tu aurais aimé qu'elle soit. C'est vrai. Et c'est un deuil. Moi, je pars du principe que c'est un deuil avec toutes les étapes que ça implique et que tu connais aussi. On va mettre les étapes du deuil là. Apparemment, c'est les mêmes dans le deuil classique quand on parle de la mort que pour l'amour. Donc, je vous mets les étapes du deuil juste là. Ouais, tu as la colère, tu as le déni, la négociation, la tristesse. Et après, l'acceptation. Et c'est la même chose. Et c'est un process qui est long. Et c'est pour ça que je pense que pour oublier une personne, ben, il ne faut pas sauter les étapes. Il faut prendre le temps de faire le deuil de cette personne-là et après être totalement disponible pour une autre. Ouais. Et il n'y a pas longtemps, on a reçu une psychanalyste. On parlait de la rupture amoureuse. Moi, j'étais d'accord sur tout ce qu'elle a dit, sauf ça. Et je lui ai demandé combien de temps est-ce qu'on peut évaluer le temps que ça prend pour une rupture amoureuse pour faire le deuil. Et elle m'a dit oui, plus c'est long, plus ça prend du temps, c'est tel nombre de mois par rapport à l'année.
Et moi, je suis pas d'accord parce que d'ailleurs, tu m'as parlé d'une deuxième rupture que tu as eue. Tu vas m'en parler. On peut avoir une relation de 1 an et prendre beaucoup de temps à s'en remettre. Ouais, je sais pas Ouais. comment elle a établi ça. Après, peut-être que c'est scientifique. En tout cas, moi, ça me parle pas. Je trouve que ça serait erroné de dire t'as une relation de 5 ans, il te faut 5 ans pour t'en remettre. Non. Enfin, heureusement d'ailleurs. Ah, d'accord. T'imagines, c'est que ça en couple depuis 20 Bah ans, ouais, ça c'est y la est, c'est merde. mort. Vas-y, oublie frérot. C'est vrai. Non, c'est pas comme ça. Moi, je pense que ça vient de l'intensité des sentiments, des espoirs que tu avais mis sur ta relation, la façon dont tu t'es attaché. Est-ce que c'était un attachement qui était sain ou au contraire, c'était quelque chose pour remplir ce vide, comme on disait au début. Et là, ça remue. Et je dirais même qu'il y a un travail personnel à le faire dans le sens où si tu coupes avec une demoiselle que tu as aimée des années et qu'après, l'erreur qu'on a tous fait, tu lui reparles sur les réseaux, tu vas boire un café, prendre des nouvelles. Non, le deuil, c'est un travail et tu t'adaptes à toi, à ton comportement. Ok. Est-ce que tu peux me parler de cette deuxième rupture? Si je me trompe pas, ça avait duré 1 an et demi, cette relation. Et tu m'as dit que la rupture était particulière quand même. Ouais, j'en ai chié. T'en as chié? Ah, de ouf. Tu peux nous donner la cause ou pas de la rupture? Ouais, en fait, on était ensemble, ça a été un couple de Covid, donc du coup très fusionnel. Tu vois, et il y avait beaucoup d'amour. C'était quand même une personne que j'ai beaucoup aimée parce que je trouvais qu'il y avait un bon fond, une bienveillance, etc. Et en fait, cette relation, elle s'est construite à un âge où tu te dis potentiellement ça peut être la personne avec qui je construis ma vie, je vais avoir des enfants, etc. Et lorsque la séparation arrive, finalement, tu dois faire et le deuil de la personne que tu aimes et le deuil des mois passés ensemble, aussi intense soit-il, et aussi de cette projection que vous aviez. Et ouais, ça doit être carrément plus dur, limite, de tout ce que tu as projeté, te dire non, c'est fini. Et c'est en ce sens que c'était compliqué parce que tu as tous tes rêves qui s'écroulent, ceux de la petite famille parfaite avec le chien et la piscine, tu vois. Et c'est OK parce qu'en réalité, c'était pas le moment, c'était pas la personne. Mais ça a été très dur et après, ça m'a permis aussi plein de choses, de comprendre pourquoi l'attachement était fort. Et en réalité, pour avoir fait justement pas mal de psychanalyse, moi je pense que si la relation amoureuse est si difficile qu'on a l'impression qu'on va mourir, c'est parce que ça a fait écho à des blessures bien plus profondes. Qu'est-ce qui t'a justement aidé à surmonter cette rupture alors? La thérapie. Ouais. Parce qu'on peut le dire, à chaque fois, on encourage les jeunes à avoir des thérapeutes, des psys, des coachs, peu importe. Ouais. Et t'es allé voir un thérapeute, un psy? J'ai tout vu. Tout vu, la totale, ouais. Ah, j'ai tout fait. Non, en fait, moi, je suis arrivée à un stade où, justement, après cette relation-là, vraiment, j'allais très, très mal. J'ai fait ce qu'on appelle, du coup, une dépression. Et je me levais la nuit, je criais. Ah ouais, tellement des larmes, tellement que c'était dur pour moi. Mais parce qu'en fait, on comprendra plus tard que c'est aussi la réponse à d'autres blessures émotionnelles de l'enfance. Tellement que j'avais mal, je me suis dit, mais je ne vais pas m'en sortir. Ouais. Je n'avais pas la capacité, tu vois. Donc, je dis, il faut que j'aille demander de l'aide à quelqu'un. Et du coup, une copine me dit, tiens, moi, j'ai vu une psy, elle est pas mal. Et là, c'est parti. Top. Et c'est là où je suis rentrée en psy, au début, pour rupture amoureuse. Et en fait, tu comprends vite que c'est... Elle te dit, oui, assis-toi, on va parler. Et là, tu comprends que tu rentres dans ce que moi, j'appelle le plus merveilleux chemin, celui de la rencontre de soi, tout simplement, de ta vie. Magnifique. Tu dirais quoi, justement, à une jeune fille qui traverse un peu une rupture, un peu comme la tienne, et qui dit, mais je vais pas aller parler à un inconnu sur un fauteuil, c'est chelou. Alors, moi, ce que je dis tout le temps, c'est que c'est compliqué d'être acteur d'une pièce et spectateur. Et qu'en fait, lorsqu'on est sur la scène, on a du mal à voir tout ce qui se passe autour, à avoir une prise de hauteur, à avoir du recul. Et donc forcément, d'avoir un œil extérieur, ça va venir mettre un petit peu de douceur et une vision différente de ce que toi, tu as de la situation. D'accord ? C'est que potentiellement, tu es dans une pièce de théâtre, tu cherches la clé, mais là, en fait, tu es dedans, tu es perdu. Alors qu'en fait, tu as peut-être des fois quelqu'un qui te dit, peut-être tu devrais aller regarder par là. Parce qu'encore une fois, le but du thérapeute, c'est pas de te dire il faut que tu fasses ci, ça pour aller mieux. Mais on te donne des pistes. OK, pourquoi pas aller voir du côté du papa, de la maman, ou peut-être mettre de la lumière sur ça. Et là, tu commences à... Et il y a différents types de thérapeutes. Il y a le mec cool qui va te parler comme un jeune, tu as la dame de 80 ans qui va te parler calmement. Il y a tout, il y a tout. Il y en a pour tout. Et moi, j'invite vraiment aussi à tout tester. Moi, j'ai beaucoup aimé la psychanalyse. Mais à côté de ça, j'ai fait aussi du coaching. J'ai été accompagnée d'une coach avant moi-même de le devenir. J'ai fait des soins énergétiques, j'ai fait des soins chamaniques. Hypnose?
Hypnose, j'adore ça. ouais, EMDR, EMDR. kinésiologie. Et en fait, teste. Test, bah Tu sais ouais. quoi, ouais, ça demande un petit budget, mais honnêtement, Mm. ça sera toujours mieux mis sur toi que dans un manteau. Ouais, c'est 2 fois moins cher qu'une bouteille en boîte de nuit. Donc Voilà. tu peux tester. C'est ça. C'est Et teste différents psys, différents thérapeutes, différents accompagnements. Il y en a forcément un qui va t'aller. c'est vrai. Et ouais, donc au final, vous voyez, la thérapie, ça l'a beaucoup aidé pour la rupture Mm. amoureuse. La rupture, on l'a vu, plus ou moins long, ça veut rien dire le temps Mm. que tu es resté avec. Est-ce qu'aujourd'hui, tu gardes contact avec la personne? Non, c'est pas une personne avec qui j'ai gardé contact parce que la vie a fait que chacun a pris son chemin et que moi, je suis pas du genre à rester amie avec mes ex. C'est pas quelque chose que je fais perdurer dans ma vie, mais en tout cas, voilà, j'espère que tout va bien pour eux. Ouais. On les embrasse. Et moi, je suis très très curieux, donc on a plein de petites questions intimes. Ouais. Aujourd'hui, ça fait 2 ans que tu es célibataire? Ouais. Alors, la question, je vais pas demander est-ce que c'est un choix, compagnie, mais est-ce que tu te mets des critères? Est-ce que tu te dis demain tu peux rencontrer l'amour? Est-ce que appli de rencontre, je sais pas quoi? Dis-moi tout. Alors, je pense que le célibat à 20 ans et le célibat à partir de 30-35 ans, c'est pas le même. C'est-à-dire que à 35 ans, j'ai pas envie de prendre quelqu'un pour prendre quelqu'un, Ouais. pour m'amuser. Tu as de l'expérience, ça t'as vécu, maintenant. Ben, vu que je sais où je veux aller, si je choisis de me lancer dans une histoire avec quelqu'un, c'est que potentiellement j'envisage un avenir avec cette personne. On ne dit pas que dès le premier date on va se marier, mais que plus ou moins ça correspond au profil de la personne avec qui on a envie de partager sa vie. Et du coup, est-ce que tu as déjà les critères en tête ou tu peux te laisser surprendre? Bah après, je pense qu'il y a des critères selon les valeurs que Ouais. l'on a, sur lesquelles on peut déroger, parce que par expérience, tu sais que si finalement, toi, tu as une valeur authenticité que tu retrouves pas chez la personne en face de toi, il y a un conflit, ça va pas Ouais, marcher. Donc après, c'est en te connaissant toi que tu sais que tu auras une meilleure façon de choisir ton partenaire pour que ça corrèle mieux. Et moi, je dirais qu'un des critères sur lequel je dérogerai pas, et ça va être la bienveillance, quelqu'un qui a un bon fond, voilà, et aussi l'authenticité, pas besoin de mettre des masques. Ouais. Viens, on s'aime, on n'a plus le temps pour ça. Est-ce que tu peux me casser un peu la barrière, parce que toi, tu es créatrice de contenu. Toi, tu peux totalement sortir avec quelqu'un qui fait un métier qui est boulanger, qui est facteur, qui n'a rien à voir. Non, bien Ouais. sûr. Il y avait un peu ce cliché, qu'on en parlera un peu de la création de contenu, c'est une communauté, quoi. Non, moi j'ai dit, en rigolant avec mes copines, elles me disent mais toi il te faut pas un créateur, il te faut pas un mec sur Instagram, il te faut quelqu'un qui est de la vraie vie entre guillemets. J'ai dit bah ouais, moi je veux pas un mec qui aime plus les caméras que Ouais. moi. C'est vrai que ça peut être compliqué de deux créateurs ensemble. Non, mais, Ah ouais. et c'est plus en rigolant, mais en réalité je sais même pas, tu vois. Mais dans l'idée que faut pas qu'il y ait non plus cette guéguerre de moi j'ai eu ce contrat, toi tu l'as pas eu, et attends mais viens on fait ci, où on prémédite nos vidéos, des choses comme ça, il y aurait un manque d'authenticité sur la relation. Tu vois, moi, les réseaux, c'est mon travail, c'est ce que j'aime faire, mais viens, on parle d'autre chose, on fait autre chose. Et quitte après à faire des projets ensemble aussi, c'est intéressant. C'est vrai. On va terminer sur l'amour. Parce que moi, j'ai 28 ans. Et Ouais. déjà à 28 ans, je ressens un tout petit peu cette pression de faut que je trouve peut-être ma future femme, peut-être me Ok. poser. Et toi, tu arrives à 36 ans. On va parler de cette fameuse pression qu'on peut ressentir pour se mettre en couple. Et cette pression, j'ai l'impression, qui est bien plus haute chez les femmes que chez les mecs. Tu ressens quoi, toi? Alors, moi, je pense que la pression existe. Il y a celle qui est dans le milieu social. Voilà, la pression sociale de se dire qu'on a 35 ans, qu'on est à l'écart des codes de la société parce qu'on n'a pas encore de famille, pas encore d'enfants. Il y a aussi pour moi la pression familiale, de la maman qui te dit j'aimerais bien avoir des petits-enfants, la tata qui te dit mais pourquoi toi tu n'arrives pas à trouver quelqu'un, etc. Et tu as aussi finalement la pression de soi à soi. La pression que l'on se met malgré tout, pas parce que on va chercher à se dévaloriser ou à mettre un jugement sur notre situation, mais plus parce qu'il y a une horloge biologique qui tourne. Ouais. Et c'est en ce sens qu'on peut se dire bon ok, faut pas tarder, tu vois. Donc celle-là pour moi, elle est réelle. J'ai jamais trop ressenti la pression sociale, du moins j'y ai pas accordé d'importance. La pression familiale pour moi c'est ok aussi, mais plus des fois c'est la pression de me dire à un moment donné le système va plus fonctionner. Et ta maman, est-ce qu'elle te met une pression par rapport à ça? Non, voilà, moi j'ai eu la chance que mes parents ne m'ont pas trop mis de pression.
Après, je pense que on en discutait. C'était en gros comment avancer autour de tout ça. Ouais. Moi, je dis que déjà, c'est arrêter de focaliser dessus. Tu vois, arrêter de se dire ouais, j'ai pas de mari, j'ai pas d'enfant, etc. En PNL, on te dit là où tu mets ton focus, tu mets ton énergie. Donc déjà, garde ton énergie pour autre chose. Et moi, la chose qui m'a pas mal aidée ces derniers temps, sur laquelle je travaille, ça serait que pour éviter la peur de ne pas trouver quelqu'un et avoir ta construction de famille, la seule façon d'affronter ta peur, c'est de t'y confronter. Soit en réel, soit dans l'émotionnel. Tu aurais un exemple à donner? Comment ça Donc, confronte? en gros, moi, ce que je me suis dit, c'est que pour dépasser cette peur, parce que finalement, on se rend compte qu'on est toutes apeurées de la même chose, cette peur de ne pas avoir le temps de rencontrer la bonne personne et le temps de construire une famille, tu vois. Et c'est en gros de se dire, OK, et si ça n'arrivait pas? Qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui se passerait? Et justement, moi, je me dis, fais potentiellement peut-être le deuil de cet espoir-là, parce qu'au moins, tu ne vas pas être dans l'attente, tu ne vas pas être dans le manque, et que, OK, si ça ne se passe pas, tu ferais quoi? Tu vois? Et là, d'un coup, il y a un champ des possibles qui s'ouvre à toi. Et ben, tu dis, peut-être je voyagerai, peut-être je créerai mon business, peut-être, franchement, j'irai faire de l'humanitaire. Et là, en fait, d'un coup, ce qui peut se passer, c'est que tu vas plus vibrer le manque. Tu vas être dans l'abondance, et c'est peut-être à ce moment-là où tu vas rencontrer la bonne personne ou pas. Mais quoi qu'il arrive, tu auras fait quelque chose qui était juste pour toi. C'est archi beau ce que tu as dit. Et moi, je compare totalement à un jeune qu'on avait interviewé, qui avait perdu l'usage de ses jambes. Il ne savait pas s'il allait les retrouver ou pas. Mais du coup, il imaginait tout ce qui... c'est horrible si je les retrouve pas, si je les retrouve pas. Et à un moment, il a imaginé. Ok, si je les retrouve pas, qu'est-ce qui est possible? Et là, il a vu, mais en fait, ma vie, elle est ouverte d'opportunités, même si j'ai pas de jambes. Et ouais, comme mon amour, se dire, ok, si je trouve pas l'amour après 30 ans, après 40 ans, qu'est-ce qui se passerait? Pour moi, c'est la chose qui m'aide au quotidien, c'est faire le deuil de cette construction de petite famille parfaite que j'avais toujours voulu, parce que moi, je viens d'une famille où on était un peu nombreux, je suis enfant unique. C'était une petite famille. J'avais toujours rêvé d'avoir une grande famille avec 3 enfants, le chien, le golden, la piscine, la voiture, le 4x4. Et surtout, vivre une grande histoire d'amour. Et surtout, de me dire, commencer peut-être un processus de deuil émotionnel en disant, c'est possible que ça n'arrive pas. Et si ça arrive pas à toi, c'est cool? Pas cool? C'est le processus de deuil et on fait exactement le même. C'est possible que ça n'arrive pas. Et là, comme ça, peut-être qu'il y a des fois, tu vas être en colère. Des fois, tu vas trouver ça injuste. Des fois, tu vas être frustré. Des fois, tu auras envie de pleurer. Mais ça va être des étapes émotionnelles que tu vas vivre. Et après, pendant ce temps-là, tu vas commencer à te projeter sur d'autres choses et tu vas te libérer de ça. Et là, on est même en énergie, tu vas dégager autre chose. Et ça se trouve, il peut arriver quelqu'un comme il peut arriver personne, mais en réalité, tu ne seras pas resté là à attendre. J'espère que tu as bien écouté, mon gars, mademoiselle. Très, très. N'attendez pas. Avant de terminer la thématique de l'amour, je vais chercher les commentaires. Sur TikTok et Insta, je regardais toutes les questions qu'on avait à propos de la thématique. Et finalement, j'étais égoïste. J'en ai pris une qui me concerne moi. Ah, vas-y. J'en ai déjà beaucoup parlé, mais ça m'intéresse beaucoup d'avoir ton avis. Je ne vais pas détailler, mais moi, j'ai une grande peur de la trahison qui ne veut pas partir. Et c'est toujours imaginer ce qui pourrait arriver de pire dans une relation. C'est même pas de la jalousie, c'est juste, ok, un jour, ma copine peut me tromper, elle peut me quitter, elle peut ne plus avoir de sentiments. Ça peut arriver. Et du coup, j'anticipe déjà le fait de la quitter avant qu'elle me quitte. Je me dis, si un jour, je sens que la relation, elle peut tomber, je quitterai ma meuf. Et voilà. Et tu vois, il y a toujours cette peur de la trahison. Et qu'est-ce que tu conseillerais par rapport à ça, toi? Alors, c'est parce que, si je comprends bien, c'est que ta peur, c'est la trahison. Et dans l'éventualité, elle peut te trahir, tu commences à la quitter d'abord. Ouais, je me dis, trahir, ça doit faire tellement mal, amoureusement parlant. Ouais. Ce que j'ai jamais ressenti de ma vie, en tout cas, amoureusement parlant, avec Ouais. du recul. Mais ouais, pour pas que ça arrive, on prend des relations stables. Et dès que la relation n'est pas stable, ouloulou, on dégage la personne. Ok. Qui t'a trahi dans ton enfance? Justement, on a fait un bon travail dessus, j'ai bien réfléchi. Il n'y a pas eu de trahison amoureuse. Il y a eu potentiellement la trahison du papa qui est parti du jour au lendemain. Mais la vie. La vie, voilà. Elle parle bien, la vie. Ouais. Et je me dis, c'est chiant parce que même après un gros travail sur soi, est-ce qu'une peur ne peut jamais partir, peut-être? Et je le redis, et c'est que ma façon de voir les choses. Attention, la seule façon de dissoudre une peur, c'est d'accepter de s'y confronter, soit en vrai, soit dans l'émotionnel. Accepter que cette nana puisse te trahir et d'avoir le ressenti émotionnel que
ça peut faire sur toi. En fait, parce que tu fuis pas la trahison, tu fuis le ressenti, la blessure que ça va raviver en toi. Il faudrait que je trouve une meuf et je lui dis s'il te plaît, quitte-moi. Et comme ça, je ressens le truc et après, c'est guéri peut-être. Ouais, ou partir dans l'éventualité où elle peut te trahir, sauf que tu comprends qu'en fait, on a des peurs, mais elles sont là parce que notre ego ne veut pas revivre de nouveau l'impact émotionnel, la douleur émotionnelle qu'il a vécue lors de la première blessure. Donc en fait, comme il a tellement eu mal la première fois, il se dit, oh là là, j'ai peur, ma blessure, c'est ça, je ne veux pas le revivre. D'accord ? Sauf que du coup, ce qu'il faut entendre se dire, c'est que oui, ça pourra arriver. On ne sait pas. Tu pourras être trahi peut-être d'autres fois. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est qu'entre-temps, toi, tu es une nouvelle personne avec des ressources différentes pour affronter cette trahison. Elle parle bien, j'ai rien à rajouter. Et je suis sûre que tu les as. Très. Part de l'idée qu'elle va trahir. Sauf que tu sais que toi, tu as des ressources pour surmonter le choc émotionnel que ça va te produire chez toi. Ça va produire une émotion. C'est vrai, moi, dans les relations, je suis tellement impliqué que j'oublie mes ressources. Je vois que l'amour, et finalement, j'oublie de quoi je suis capable. Et je pense qu'on est beaucoup de mecs comme ça. On est très viril, on est là, on a plein de qualités, et quand on est en amour, on se sent fragile. Alors que finalement, on va très bien rebondir. Mais que quoi qu'il arrive, c'est OK de se confronter à la trahison, à la rupture, à la tristesse. C'est des émotions qui sont désagréables, mais elles méritent d'exister, tu vois. Et arrêtons de les fuir, laissons-les juste passer et exister. Merci Manu. Tu me diras combien je te dois à la main. Ah là là. Manu. Je parlais avec elle tout à l'heure, on buvait un café, et je lui demandais les thématiques justement de santé mentale qui lui plaisaient, auxquelles elle était confrontée, auxquelles elle a été confrontée. On est tombé sur la solitude à un moment. Une très belle thématique, la solitude. Et hier soir, avant de dormir, je fais des petites recherches. Et je vois qu'à Paris, à 28 ans et demi qu'on habite à Paris, il y a 1 personne sur 4 qui ressent un fort sentiment de solitude. Pas une petite, un fort sentiment de solitude, vraiment au long terme. Et j'ai fait des petites recherches, parce que madame vient de Marseille. À ton avis, à Marseille, à Paris, on a 1 personne sur 4. C'est combien ? Plus, moins, pareil ? C'est moins, je dirais, parce que pour avoir vécu à Paris, je sais que Paris, c'est une vie très individualiste. On avance, on est tout seul, on focus, allez, on y va tout droit. Forcément, on perd des gens au passage. Alors que Marseille, on est tranquille. Ouais, je doute bien. C'est quand même 1 sur 6, mais c'est beaucoup moins. Ok, ouais. On enlève une grosse partie. Et toi, la solitude, à l'heure actuelle, maintenant, là, c'est ennemi ou ami ? Ami. C'est ami ? Ça a toujours été mon ami et ça a toujours été ma plus grande ressource parce que, comme je te disais, moi, étant fille unique, j'ai grandi dans la solitude. Donc, j'ai toujours été à l'aise avec ça et ça a même été mon propre remède. Tu vois, moi, je sais quand je suis triste, je me mets toute seule, hop, je mets ma musique, j'ai mes petites routines et ça va. En revanche, je sais que c'est quelque chose qui est très, très compliqué pour la plupart des gens et que ça mérite d'être travaillé. Mais en réalité, c'est pas une histoire de solitude, c'est un concept, la solitude. C'est la peur de se retrouver avec soi-même. Tu vois ? Ouais. Je dirais, en plus, moi, il y avait une phrase, un moment, m'avait dit, ça m'avait fait du bien. On n'est jamais seul, on est juste un mec qui se sent seul, entouré de plein d'autres gens qui se sentent seuls. Mais ça veut dire qu'il n'y a jamais un moment de ta vie, une période, où vraiment tu t'es senti pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines Si, quand même. Bien sûr. C'est OK. C'est qu'en fait, forcément, moi, je pars du principe que tout est polarisé. Il y a des jours où c'est OK d'être seul, et il y a des jours, je vais être triste d'être seule, tu vois, en célibataire. Mais je ne vais pas culpabiliser de me dire, pétard, je suis triste et je suis tout seul. Là, OK, je ressens de la tristesse parce que je suis seule, de fait. Ouais. OK, vas-y. Laisse vivre ta tristesse, pleure un bon coup, écris sur ton journal et puis demain, ça passera. Tu vois, de ne pas essayer de dire non, il ne faut pas que je sois triste parce qu'en plus de ça, je fais du dev perso, je suis coach, je ne dois pas être triste. Non, tu es triste, tu es seule. Demain, ça passera. Et dis-moi ce que tu en penses. Je trouve qu'il y a être seul physiquement, tu n'as pas beaucoup d'amis, pas beaucoup de famille, tu restes chez toi seul, voilà, tu te sens isolé. Et il y a être seul mentalement. Moi, j'ai eu une période après l'école de commerce où la fête, les vacances, plein de potes, plein de collègues, la famille était proche, mais je me suis jamais senti aussi seul mentalement de ma vie. Je rentrais, j'avais la boule au ventre. Les gens que je côtoyais, ils me ressemblaient pas. Et finalement, fallait mieux que j'ai un ami que plein de gens qui me ressemblent pas. Et j'ai l'impression que des fois, on veut fuir cette solitude, avoir plein de gens en même temps, Marseille, Paris, et que finalement, ça nous rend pas plus heureux. Parce qu'on cherche l'amour. Ah, tu penses qu'on cherche l'amour ? L'amour des autres. Ouais, l'amour des autres. De toute façon, on cherche c'est Maud Ankawa qui dit ça, qui est une auteure que j'adore. On cherche tous à aimer et être aimé. Et que quand tu te retrouves avec des potes qui sont pas finalement en accord avec tes valeurs, qui ça résonne pas en toi, c'est tout simplement, tu t'es dit, OK, ils ont l'air sympas, ils me portent un peu d'attention,
je reste avec eux, mais parce qu'en fait, tu es attaché, encore une fois, au lien, à l'amour, même s'il est minime que vous vous portez, mais en réalité, c'est que cette relation-là, elle est sur j'ai trop besoin d'être entourée, j'ai trop besoin d'être aimée ou de me prouver que je suis aimée pour partir. Ouais. Mais c'est un problème d'environnement. Et il y avait une expérience, moi, qui m'avait marqué, tu vois, pendant le Covid. Mm. J'étais jeune, moi, j'étais en résidence étudiante, donc plein d'étudiants et tout. Et il y avait plein de jeunes qui avaient l'habitude d'être seuls, tu vois, qui restaient chez eux le week-end, qui jouaient aux jeux Mm. vidéo et tout, compagnie. Mais dès les premiers mois de Covid, tous les jeunes qui avaient l'habitude d'être seuls, et là, on les a vraiment obligés, c'était plus un choix, Mm. mais voilà, c'était une obligation. Ils ont commencé à fumer, à boire, mais à fumer au point de dormir toute la journée, parce qu'il y a la solitude qu'on t'impose. Et celle-là, on a du mal à la voir. Hein. Ouais, j'entends. Ah, celle-là. Elle est compliquée parce qu'elle c'est un non-choix, mais encore une fois, c'est accepter qu'elle est là et lâcher prise sur ça. Et après, c'est sûr que tout ce qui est fumette, alcool, même réseaux sociaux, c'est des mécanismes compensatoires pour oublier, être dans le déni de sa propre situation, à l'occurrence de la solitude. La seule façon de s'y confronter, c'est de l'accepter et d'accepter de vivre l'émotion, la tristesse qu'implique ta solitude. Manu, dans 5 petites minutes, on va passer à un petit jeu. Moi, je l'appelle le petit jeu, mais dans 5 minutes encore, tu vas voir, tu auras les yeux bandés, vous allez voir. Deuxième fois que vous allez le voir sur la chaîne. Mais avant, on a parlé d'une thématique ultra intéressante. Moi, je suis dans le monde de... Alors, j'aime pas dire le monde de l'influence, mais le monde des réseaux, de la création de contenu, depuis pas très longtemps. J'observe qu'il y a plein de gens différents. Il y en a qui sont accros au like, d'autres accros à la création. Il y a des artistes, il y en a qui font ça que pour la thune. Il y a vraiment de tout. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un critère commun, c'est qu'il y a beaucoup besoin de l'amour des autres. Et ça, je l'ai remarqué carrément beaucoup dans ce métier. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, qui est dans ce milieu depuis longtemps? Est-ce que c'est un milieu où on a toujours besoin de reconnaissance, d'amour, et qu'il y a un peu une course aux vues et aux likes par rapport à ça? C'est très juste. Pour moi, tu l'as très bien dit, c'est que lorsqu'on choisit de s'exposer, c'est qu'on cherche la valorisation extérieure, la reconnaissance extérieure et forcément l'amour extérieur. Bien évidemment, c'est à des niveaux différents selon les vides émotionnels que l'on a en soi de niveaux différents. Et de toute façon, même les célébrités, tu vois, celles qui choisissent d'être acteurs, chanteurs sur scène, ils ont une passion, mais au final, on cherche tous l'amour des gens, d'un public. Et ça porte bien son nom, les likes, t'imagines? Ouais, un like, ouais, je t'aime. Oh, je t'aime. C'est violent, j'avoue. Donc en fait, dans ton inconscient, ça dit quoi? Putain, j'ai eu 3000 likes, il y a 3000 personnes qui m'aiment. Ah, mon vide est nourri. Tu vois, moi, je vois vraiment comme ce vide émotionnel qu'on peut ressentir, c'est un peu comme un réservoir. Et donc du coup, comme la douleur de ces réservoirs est insoutenable, on va chercher à le combler avec l'extérieur. Qui c'est qui peut nous donner de l'amour à l'extérieur? Soit une groupe de potes qui n'est pas du tout en accord avec nous, soit des copains, les filles ou les mecs qui sont beaucoup dans la séduction, ils vont chercher à combler ce vide affectif, soit les réseaux sociaux. C'est vrai. Se montrer pour chercher à être aimé. Ah, t'as fait une belle comparaison. Ouais, le mot like, c'est même le principe de Tinder. Tu likes, tu likes, c'est pas tu acceptes, c'est tu likes, ouais, tu aimes. Mais moi, j'ai aucun souci à le dire, c'est que en étant sur les réseaux, on cherche à vraiment se montrer, être considéré pour dire « Coucou, regardez-moi, je suis génial ce que je fais, s'il vous plaît, vous pouvez m'aimer ». Et c'est OK parce qu'en réalité, au fond de nous, au fond de chaque personne qui est médiatisée, qui choisit de l'être et qui court après ça, il y a une petite fille et un petit garçon qui a manqué d'amour. Est-ce que toi, après des années de création de contenu, tu ressens encore ce vide à combler à travers les réseaux? Le vide, j'essaie de le combler d'une autre façon, via le travail sur moi. Je suis en chemin autour de tout ça. Honnêtement, je pense que c'est le travail d'une vie. Mais j'ai bien compris que de chercher à le combler avec l'extérieur, c'était une course insatiable, c'est épuisant. Et je me suis épuisée, clairement. Moi, ça a été mon mécanisme de compensation, d'aller chercher l'amour à l'extérieur avec les réseaux. Comme il y en a, comme tu disais, des potes qui vont chercher avec les femmes, même les femmes qui vont chercher avec les hommes. Sauf qu'au final, tu te rends compte que c'est fatigant et qu'en réalité, ton réservoir, il est jamais plein, jamais rassasié. Parce que la seule façon de le remplir, c'est avec toi-même. C'est avec l'amour de toi et d'aller revoir cette petite fille, ce petit garçon qui a manqué d'amour, qui a manqué de reconnaissance, qui a manqué peut-être de compliments, d'être soutenu, de lui dire « moi, je suis là pour toi et moi, je sais que ce que tu fais, c'est bien et que tu n'as pas besoin d'ailleurs de faire. T'es juste parfait comme tu es et moi, je t'aime comme tu es. »
Elle parle trop bien. Les gars, intéressez-vous à la psychologie, au coaching. Manu s'est formée d'ailleurs. Allez voir encore une fois son Insta, elle en parle de plus en plus. Et c'est vrai, ouais, il n'y a rien de plus important que soi-même. Il y a juste au fond de nous tous un petit garçon, une petite fille qui a besoin d'être valorisé, reconnu pour ce qu'il est. Mm. Et de se dire que, surtout qu'il n'a pas besoin d'avoir de super notes, de réussir son tournoi de foot, d'être bien coiffé. Il est aimé inconditionnellement pour ce qu'il est. Et si j'ai bien compris, il y a quand même un fort lien du coup entre la solitude et tout le milieu réseaux sociaux. Ouais, ça peut être un médicament, mais aussi un poison. Ça peut être les deux en fait. Ben oui, parce qu'au final, on va chercher à combler avec l'extérieur ce fameux vide émotionnel. Sauf qu'au final, ben, il suffit qu'il y ait une vidéo qui marche pas, qu'on n'obtienne pas le contrat, que ben, voilà, c'est pas toujours le top du tableau, tu vois. Et donc là, tu te retrouves de nouveau toi avec ton vide en fait. Ouais. Et tu te retrouves seul et c'est compliqué. À partir du moment où tu mets la télécommande de ton estime et de ton bonheur dans les mains de l'extérieur, dans les mains d'une autre personne, tu lui donnes le pouvoir de partir avec. Et on dirait, elle fait plein de citations Instagram, c'est très très beau. Manu. Mais c'est le principe de la dépendance affective, tu vois, c'est les nanas qui se mettent en couple et mon bonheur c'est que d'être avec lui, tout ça. Donc en fait, tu donnes la télécommande, s'il appuie sur un bouton, ah ben, t'es malheureuse. Et puis s'il part avec, ben, t'es en dépression. C'est vrai. Je sais, je fais ça. Et moi, j'ai une dernière question qui n'était pas prévue, mais est-ce que toi, des fois, tes relations amoureuses ont joué un lien positif ou négatif dans ton domaine pro? Elles ont toutes joué. Elles ont toutes joué dans ce que je suis, dans ce que je suis devenue. Et c'est... je ne sais pas si ça a joué sur les domaines professionnels, sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi, j'ai jamais surfé sur ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sans ces échecs amoureux, je ne serais pas devenue la personne que je suis aujourd'hui. Et je vais même te dire mieux. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à la thérapie, au développement personnel, suite à ma rupture qui n'était pas voulue. Et donc, finalement, aujourd'hui, presque, je lui dis merci. Ouais. Tu vois, sinon, je ne serais pas là avec toi à parler de ça. J'aurais pas fait plein de choses. J'aurais pas fait ces formations, ces séminaires. J'aurais découvert des gens. J'aurais pas fait tout ça. Ouais, donc, voilà, c'est toujours ce truc des fois, quand on a le nez un peu dans la merde, on le voit pas. Et après, plus tard, tu te dis, ah ouais, putain, c'était un putain de cadeau caché. Oui. Mal emballé, mais un beau cadeau caché. Ben ouais, on adore dire cette phrase cliché que toutes les emmerdes, les épreuves de la vie, c'est un putain de beau cadeau. Mais tu t'en rendras compte dans un mois, un an, peut-être dans longtemps. Il y a toujours un cadeau caché. C'est vrai. Bon, on peut passer à la partie la plus intéressante. C'est une expérimentation un peu, mais ça va être très très sympa. Allez. Donc là, hop, j'ai pris ceci, les amis. Il est tout neuf, il est sur mesure, il y a marqué on parle de tout, il est tout beau. Tu vas le mettre dans. Tu vas le mettre dans une petite minute, pas encore. Je lisais plein d'études et je lisais que dans le noir, le cerveau humain, automatiquement, il diminue la peur du jugement, la peur de l'insécurité, la peur de la surveillance. Donc moi, ce que je te propose, c'est que tu vas le mettre. Ça va quand même durer entre 10 minutes et un quart d'heure. Ouais. J'ai préparé une petite liste de questions. Vas-y. Sur toi. Le but, c'est de répondre très cash. De pas trop prendre de temps, mais tu as le temps de répondre. Non, pas d'analyser. Mais de pas creuser trop. Ok. De pas creuser trop. Donc je te laisse le mettre, te détendre. C'est parti, les gars. Et de quand même parler, ce qui est un peu dur, près du micro pour bien qu'on t'entende. Parce que du coup, je vois plus le micro. Et oui, tu peux le sentir avec ta main, tu peux le toucher, voilà. De pas trop loin quand même. Attends, parce que j'ai envie de me mettre à l'aise du coup. Mets-toi à l'aise. Je suis mis à l'aise. Ah oui, mets-toi à l'aise. Hop, normalement on est bon. C'est parti, donc prends tout le temps que tu veux. Tu réponds, tu respires bien, tu creuses pas trop, et on répond en toute sincérité. Manu, tu es en direct de Paris. C'est quoi l'événement de ta vie qui t'a le plus changé? Ma rupture amoureuse. Parfait. Sur combien d'amis tu peux réellement compter aujourd'hui? 5. Cite-moi une grande peur que tu as surmontée au cours de ta vie. Je dirais, celle que je suis en train de surmonter, c'est la peur de ne pas avoir ma famille et de finir seule. Est-ce que tu auras un conseil pour un jeune qui a exactement la même peur que toi? D'accepter que ça puisse arriver. C'est quoi la chose que tu aimerais faire niveau pro si tu ne pouvais pas échouer? C'est impossible d'échouer. Lancer un podcast. Tu vas le faire quand? Je sais pas, j'attends que tu me formes. Manu, je t'ai pas demandé, mais est-ce que tu as peur du temps qui passe? On a tous peur du temps qui passe. Moi, j'ai peur, mais en même temps, j'ai appris aussi à lâcher ce qu'on peut contrôler.
Et moi, j'ai très très peur du temps qui passe. Si tu avais une petite phrase pour me rassurer. C'est que la vie est un cycle, tout bouge. Il y a des saisons, il y a des cycles de lune. Donc, quoi qu'il arrive, le chemin est tracé et il y a juste à se laisser porter. J'adore. C'est quoi la chose dont tu es la plus fière aujourd'hui? La plus fière, je dirais celle que je suis devenue. Quel conseil tu te donnerais à toi-même si là, tu étais tranquillement installé, qu'on allumait la télé et qu'on voyait ta vie dans un propre film? On voit le film de ta vie. À l'heure actuelle, c'est quoi le conseil que tu te donnerais à toi-même? Je dirais, avance, tu es beaucoup plus forte que ce que tu ne le crois. Est-ce que tu peux me donner, prends bien le temps de réfléchir, une expérience ou quelque chose que tu veux absolument faire avant ta mort et que tu n'as jamais fait? Je pense que ça serait vivre plusieurs mois à l'étranger. J'aime bien l'Asie, Bali, quelque chose comme ça. Vraiment d'aller vivre dans un autre pays. Et tu vas te bouger. Faut-il, selon toi, pardonner la trahison amicale? Moi, je pense que tout est pardonnable à partir du moment où c'est conscientisé et qu'il y a de l'amour des deux parties et qu'on communique autour de tout ça. Et faut-il alors pardonner la tromperie amoureuse? Tout dépend encore une fois de la communication, de la compréhension. Qu'est-ce qu'il y a derrière la tromperie, les enjeux, et en fait de ce que dit notre cœur. Est-ce que tu as envie de pardonner ou pas? Est-ce que toi, tu as déjà pardonné? J'ai pardonné plein de fois. Est-ce que tu regrettes? Non, je regrette pas parce que j'avais besoin de pardonner pour comprendre après que finalement, c'était pas pour moi. Mais en tout cas, j'ai pardonné. Si tu avais une seule phrase, une seule, ne triche pas, à transmettre à la Manu de 20 ans. À 20 ans? Ouais, à 20 ans. Alors, en 20 ans, j'étais dans les boîtes de nuit. Je travaillais en boîte de nuit. Je t'explique. C'était folie tous les soirs. Je dirais, garde ta folie, garde ta joie de vivre. Ça sera ta plus belle ressource. Parfait. Et j'ai une dernière question. Je te rappelle, tout à l'heure, on a allumé la télé, on a regardé ta vie, qui était un film, un beau film. Alors, je ne sais pas si c'est un film d'action, un film romantique, un mélange. Réfléchis bien si tu avais un seul titre de film à nous donner. Ça peut être un titre qui existe déjà ou un titre que tu inventes. J'aime bien la phrase de Loïc Préjean, je l'ai vue ce matin sur Instagram. On s'en fout que ça soit parfait, on veut que ça soit intense. Ah, ce sera un film quoi? Romantique, science-fiction? C'est un film avec l'intensité de la vie, avec des pleurs, des rires, des larmes, des chutes, des voyages. C'est un film qui dure 4 heures. Ouais. C'est une série. Grave. Eh bien Manu, tu peux tranquillement te relever. Merci. Faire attention au micro et toi. Okay. Bien. C'est chouette, hein? J'aime bien. Pas trop long, il fallait pas que ce soit trop intense. Il faut que ce soit une légère à la fois. Ouais, c'est chouette parce qu'effectivement, je trouve que le jeu du bandeau, tu es beaucoup plus à l'écoute et tu te projettes dans la visualisation quand tu dis, ben voilà, il y a ta... Le film, tout. Film. Bah oui. Ouais. T'as bien aimé, on valide. Ouais, alors, pas mal. on va l'approfondir. Quand tu verras dans 2 mois qu'il y aura des questions bien hard, tu diras, il a été gentil avec moi. Ouais. C'est bon. On arrive à la fin de ce podcast. Ouais. Moi, j'aime bien à chaque fois demander aux invités. C'est dur de conclure. Il y a plein de questions que j'aurais aimé te poser. Il n'y a pas le temps, il me faudrait 4 heures. Si tu avais un seul conseil dans la thématique que tu souhaites, santé mentale, amour, à donner aux jeunes justement qui regardent le podcast et qui sont un peu perdus dans la vie, perdus en amour, perdus niveau pro, et s'il y avait une petite phrase qui, toi, t'aurait fait du bien? Je dirais que la phrase, c'est d'aller se retrouver soi et se détacher de ce que les autres voudraient qu'on soit. J'espère que tu as compris, mon gars. J'espère. Moi, j'ai pas tout à fait compris. Je voulais demander le développement. J'ai très bien compris. Et c'est bien que les gens le comprennent comme eux, ils le voient. Exactement. Merci beaucoup, Manu. Merci. Retrouvez Manu, je mets tous les liens, son Insta et tout ci-dessous. Prenez soin de vous. On se voit le mois prochain pour un nouveau podcast. C'était Joe.